Hey, salut, ici Francis Letourneau. J'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast D'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Et sur ce, je te souhaite un magnifique épisode. Bonjour Natacha, comment vas-tu? Très, très bien. Yes! Merci d'être là aujourd'hui. Tu étais venu au podcast quand il était à Espace Tonique. Oui! Fait que c'est l'épisode 96. Si les gens voulaient l'écouter, on a parlé de plein de super beaux sujets. C'était vraiment intéressant. Aujourd'hui, ça va être d'autres angles et d'autres sujets abordés, mais ça va être super intéressant aussi. Pour ceux qui te connaissent pas, je vais quand même t'introduire encore aujourd'hui parce que des fois, il y a des nouvelles personnes qui écoutent. Fait que tu as fondé Univers Vital. Tu es une experte dans la santé fonctionnelle depuis plus de 10 ans, presque 15 ans même. Tu as enseigné à l'Université de Montréal, tu as accompagné des milliers de personnes avec des problèmes super complexes de santé. Tu as collaboré en tant que conférencière aussi dans plusieurs compagnies comme L'Oréal, Vichy Laboratoire, Pfizer, Radio-Canada, Global News et plein d'autres. Puis ce qui t'allume le plus, c'est d'enseigner ta méthode qui simplifie la santé aux francophones pour qu'ils vivent la vie de leurs rêves en intégrant de nouvelles habitudes progressivement, ça c'est très important, facilement et avec plaisir. Oui. C'est bien toi ça? Oui. Good. Puis comment tu vas toi? Ça va très bien, très bien. En retour un peu progressivement d'un congé de maternité. Ouais, c'est ça. Ouais, la petite Naya, elle a quel âge, là? Elle a eu 1 an il y a 3 semaines, 2 semaines et demie, c'est là. ça, tout juste, là. Ouais. Fait que là, tu reprends progressivement. Ouais, ça change une vie, la maternité. Et déjà que j'étais hyper passionnée, moi, depuis tous les débuts, à tout ce qui était prévention ultime. Donc, même comment les parents devraient préparer leur corps avant de tomber enceinte pour vraiment comme transmettre à la prochaine génération déjà un bon microbiote, etc. Mais là, de le vivre, c'est autre différent. chose. Ouais, puis comment t'as vécu ça tout après, tu sais, le avant, pendant, puis là? Ah, déjà, le avant de tomber enceinte, par exemple, ça a quand même super bien été. J'avais beaucoup de connaissances à ce niveau-là. La grossesse a très, très bien été aussi. J'avais aussi beaucoup de connaissances à quoi faire avec les différents mots ici et là. Et après ça, une fois que bébé arrive, c'est drôle parce que je faisais, moi, à chaque fin d'année, on a un atelier dans nos programmes qui s'appelle Mon année vitale, où on révise un peu l'année, où on regarde justement les cadeaux cachés qu'il y a. Okay. Et après, on crée notre année. Et moi, je la fais toujours d'avance parce que je l'anime à la fin de l'année, donc je peux pas faire l'exercice. Et c'était tellement drôle parce que l'année dernière, Naya est née au mois d'octobre, donc l'année dernière, quand je l'ai fait, je savais pas trop à quoi m'attendre l'année prochaine et on finit toujours l'atelier avec un peu le mot pour l'année. Et l'année dernière, j'avais choisi le mot « wonder ». Tu sais, je veux vraiment comme être ouverte à toutes les nouvelles possibilités. Je savais pas un peu comment ça irait de continuer à travailler, etc. Parce que on a encore je faisais quand même encore certains programmes en ligne. Et là, quand j'ai fait la révision de mon année, je regarde pas le mot ou quoi que ce soit que je m'étais mis de l'année dernière, mais il y a un exercice où on fait juste un peu comme, OK, sors un peu tout ce qui a moins bien été, tout ce qui a bien été, et après ça, tu regardes un peu en gros, puis tu sors comme un mot sommaire. Et le mot qui était ressorti, c'était que j'avais été fascinée. Et après, quand j'ai regardé mon mot de l'année dernière, qui était « wonder », tu sais, c'était tellement 2 mots similaires. Oui, quand même. et c'est vraiment ça. Si jamais j'avais un mot à expliquer de la dernière année, j'ai été fascinée. Déjà que je savais que la première année est tellement importante pour le développement d'un enfant en termes de tout son système neurologique, les réflexes primitifs. Il y a plein de choses qu'on pourrait parler parce que c'est fascinant. Puis en plus, intégrer la nourriture, commencer les premiers mots, comment pas crawler, j'ai rampé, crawler, j'avais crampé, mais un mix des 2 langages. Oui, c'est ça. Oui, parce que tu parles beaucoup français, anglais, espagnol aussi. Exact, arabe, tout ça. C'est drôle, avec Naya, quand on marche dans le parc, on dit, OK, arbre, arbol, tree, et shajara en arabe. C'est mêlant, maintenant. On sort tout le vocabulaire. Donc, c'était vraiment fascinant de voir comment
déjà, avec toutes mes connaissances, ça a été encore plus simple que ce que je pensais parce que c'est comme si des fois, quand on a beaucoup de connaissances, on peut aider les bébés, les enfants encore plus. Mais on a tellement vécu des changements. Hein. On était ici pendant un mois en janvier pour des congrès que je donnais. Mais donc, il y avait beaucoup de choses que j'avais pas fait encore avec elle, mais elle s'est développée tellement naturellement avant même que j'arrive à vouloir la stimuler ou quoi que ce soit. Donc, c'était fascinant de voir un peu cette complexité du corps qui roule tellement de façon extraordinaire. Et après, toute l'intégration de la nourriture, comment manger. En tout cas, moi, j'ai tellement aimé cette phase. Et qu'est-ce que tu veux dire? Tu dis que tu avais des connaissances déjà. C'est quoi ces connaissances-là? Ouais. Donc, est-ce que tu connais les réflexes primitifs? Et on va peut-être... Je connais le mot, là, mais je pourrais pas te l'expliquer. Donc, en gros, les bébés arrivent au monde avec certains réflexes qui sont automatiques. Hein. On va souvent le voir hein, quand un bébé va mettre sa main autour d'un doigt et c'est vraiment fort. Le réflexe de quand il a peur, il ouvre les bras comme ça. Le réflexe de succion pour justement aller allaiter. Et même, il y a des réflexes comme par exemple, nous, à la naissance, on entend souvent parler du golden hour, la première heure après la naissance, pour justement créer cette relation avec le bébé, qui puisse bien partir l'allaitement. Mais il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent le bénéfice avant de commencer à allaiter, de mettre le bébé sur le ventre de l'abdomen pour qu'il fasse ce qu'on appelle le birth crawl, donc le ramper de naissance. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Non. C'est fascinant. C'est fascinant les données là-dessus. Donc, si tu mets bébé sur le ventre, c'est une des choses les plus difficiles pour un parent parce que dès que le bébé arrive, on veut juste le toucher, rentrer en connexion. Et non, il faut vraiment que tu laisses bébé sur le ventre et le bébé, instinctivement, va savoir comment crawler jusque au sein de la mère parce que souvent à ce moment-là, les enfants voient juste en noir et blanc, mais le mamelon devient plus foncé pour justement attirer l'œil. Ouais. Il y a aussi de l'odorat qui ressemble beaucoup à l'odeur du liquide amniotique. Donc, le bébé va commencer à faire un peu genre du premier push-up, mais vraiment comme relever la tête pour quelques secondes à la fois et faire son crawling. Et c'était fascinant de voir Naya le faire et de le voir en réalité. De le vivre. Ouais. Et tout ça, ça fait que le système nerveux s'active. Le bébé commence un peu à faire ses premiers push-ups qui lui donnent un peu comme une mémoire de son corps. Hein, parce que quand que les bébés arrivent, ils faisaient des mouvements dans le ventre, mais ils n'ont pas encore cette conscience de pouvoir prendre comme plus d'espace dans un nouvel environnement, des nouvelles lumières, des nouveaux sons, tu sais, c'est pas le même son comme quand on est dans de l'eau, tu sais. Donc c'est tout son système nerveux sensoriel qui est activé. Et ça, là, il y a des études phénoménales qui montrent que ça aide dans tout leur développement après. Donc, c'est des petites simulations comme ça. Quand on sait tout ça, c'est comme si on leur met dans un environnement encore plus prône à ce que leur système nerveux puisse gérer tout ça. Parce que c'est pas toujours facile, hein, quand on a un nouveau bébé. Et moi, j'étais maman pour la première fois. J'en connaissais beaucoup en termes de tout ce qui est système nerveux. Donc, et moi, j'ai beaucoup appris avec Dr. Marie-Pierre Coll, que je te recommanderais. Elle est à Drummondville et c'est une chiropraticienne qui connaît tout ça. Elle est aussi spécialisée en pédiatrie. C'était fascinant. Elle est venue faire plusieurs masterclass dans notre programme Vitalité pour moi. C'est pour ça que j'en connaissais beaucoup avec ses réflexes. Même justement sur ma page YouTube, j'ai toute une série pour la maternité et c'était dans cet épisode avec Dr. Coll qu'elle a parlé du birth crawl. C'est un peu ça qui a commencé. Après, j'en ai relu partout dans les livres que je lisais. Mais donc, elle parle un peu justement de ces réflexes primitifs qu'on a en tant que bébé. Mais après, il faut qu'on les maîtrise, ces réflexes. Qu'est-ce que ça veut dire maîtrise? Ça veut dire qu'il faut plus qu'ils soient présents. Si jamais, par exemple, l'enfant n'apprend pas que, OK, j'ai plus besoin de garder ma main hyper serrée autour d'un doigt, je peux faire autre chose, c'est là que ça va être plus facile, par exemple, à un enfant de prendre un crayon, d'écrire avec. Donc, il y a tout genre de différentes choses, comme par exemple, quand il y a un autre réflexe, je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais quand que le bébé va ouvrir la main à droite, il va regarder dans le même sens. Et si jamais le bébé ne fait pas ça assez de fois,
ce qui va arriver, c'est que il va avoir comme une posture un peu toute croche ou c'est un peu les genres d'élèves. Moi, j'étais comme ça. J'étais un peu comme toujours comme j'aimais comme me mettre comme ça sur mon bureau, puis écrire, tu sais, une moins bonne posture. Et quand j'ai appris ça avec Dr. Cole, j'ai dit, oh mon Dieu. Puis quand tu stimules bien tous ces réflexes, ils deviennent plus un peu comme s'ils prennent du stock dans ton système nerveux. Et donc, tu peux être plus libre à faire ce que tu as envie de faire, ce qui est tellement important pour les enfants. Des fois, ils sont agités, mais c'est juste parce que ces réflexes n'ont pas encore été assez faits pour que le corps dise « OK, je les maîtrise, j'ai plus besoin de ces réflexes-là. » Et tout ça, le ramper, le droite-gauche, tout ça, c'est aussi, ça aide à maîtriser ces réflexes-là pour qu'on puisse aller vers d'autres développements neurologiques. Puis tu sais, instinctivement, le bébé fait quand même ces mouvements-là, tu sais, sans rien dire, sans rien faire. C'est quand même incroyable. Oui, moi, j'avais acheté comme un programme qui disait, OK, de mois 0 à 1, tu fais ce genre de stimulation, de mois 0 à 3, etc. Tout fait par une chiro. Et parce qu'on était en voyagement, on a tellement fait de différentes choses. C'était vraiment comme fou comme année, mais en même temps, j'ai été super reconnaissante d'avoir voyagé. On a voyagé quand que Naya avait 2 mois, pour environ 2 mois. Donc, on est revenu quand elle avait 4 mois et demi, quelque chose comme ça, je pense, 2 mois et demi. C'est la moitié de sa vie. Exact. Et donc, j'ai été en retard. Puis après, quand on est retourné, parce que nous, on habite au Mexique, on est vraiment content dans cette ville, dans les montagnes. On a la chaleur tout au long de l'année, mais les fraîcheurs des nuits. Et quand on est arrivé là-bas, on avait une nouvelle maison, tout ça. Donc, toutes ces choses-là que j'avais achetées, j'avais pas eu le temps de passer à travers ou quoi que ce soit. Et Naya s'est quand même développée très, très vite. Elle a commencé son rampage à 5 mois, qui est d'habitude, les enfants vont faire plus de 8-9 mois, là. Et elle marchait, elle a commencé à se lever à 6 mois, mais parce qu'on avait les connaissances que le ramper est tellement important. Souvent, les parents sont excités. « Ah, bébé va marcher, on veut l'aider, on veut lui tenir les bras pour qu'il marche, pour qu'il apprenne à marcher. » Mais c'est une des pires choses qu'on peut faire. Parce que le ramper, le faire de droite-gauche, tout le système nerveux qui doit faire ces mouvements-là est tellement important pour les connexions entre le cerveau droit et gauche que le plus que ton enfant va ramper, le mieux. Et donc, moi, dès que j'ai vu qu'elle commençait à se lever à 6 mois, et c'est pas comme si elle s'agrippait avec ses bras, elle se levait comme avec ses jambes, disons que... Donc c'est quelque chose que justement... Oui, exact. J'avais vérifié avec Dr. Cole, je dis, est-ce que c'est correct? Elle dit, si elle utilise contre la gravité pour pousser ses jambes, c'est ça qu'elle va avoir besoin pour les autres étapes. Donc, c'est OK, c'est rapide, mais en même temps, on avait fait le birth crawl, on avait fait des petites choses ici et là qui ont fait une grosse différence. Nice. Et c'était fascinant après de la voir. Donc, nous, on ne l'a pas du tout encouragée à marcher. Et donc, elle a vraiment fait tous les genres de styles de ramper. Est-ce que tu sais c'est quoi un bear crawl? Oui, j'ai appris ça, c'est une chiro qui a dit de faire ça avec ma petite fille. Oui, et pour nous, les adultes, c'est tellement bon. Tu sais, c'est quand tu rampes, mais que tes genoux ne touchent pas par terre. Tu sais, donc, c'est vraiment comme difficile. Et Naya, tu sais, elle rampait. Puis dès qu'elle arrivait, disons, dehors, où il y avait de l'herbe ou quelque chose comme ça, qui était un peu moins le fun comme texture pour ses genoux, elle allait en bear crawl. Tellement beau, droite, gauche. Je voyais ça, j'étais comme, oh mon Dieu! Ah, c'est cool, ça. C'était fascinant de voir comment... Je lui ai pas enseigné ça. Elle a juste ressenti les sensations. Puis elle a dit, ça fait plus de sens d'y aller comme ça. C'est fascinant, non? Wow, ben oui, quand même. Ça serait quoi, mettons, tes meilleurs? Parce que là, ça fait 1 an. T'as-tu des trucs, conseils des parents qui ont 0 à 1 an, tu sais? Ah oui. Donc, oui, j'en ai plein. Et ça, en fait, ça arrivait... Et moi, tu sais... Tu connais Philippe, qui est mon mari, qui est un docteur en sciences quantiques, et il parle beaucoup des synchronicités. Hein. Et moi, en habitant au Mexique, j'étais pas consciente, on venait de déménager, et j'étais pas consciente des problèmes des douanes. Mais quand on regardait un peu pour tout ce qu'on aurait besoin, comme pour bébé, comme une poussette, nous, on voulait vraiment comme des choses comme qui étaient biologiques, qu'il n'y avait pas... Il y avait beaucoup les retardeurs de flamme, un peu comme ces produits chimiques. Pour un petit bébé comme ça, d'inhaler tout ça, c'est quand même intense. Donc, j'achète toutes des choses avec le moins de produits chimiques et c'était tellement cher au Mexique à cause de, je sais pas, les prix étaient vraiment chers. Donc, je me disais, je vais acheter ça des États-Unis puis je vais les faire shipper.
Donc, j'avais comme 5 boîtes de choses. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y avait là-dedans parce que, en fait, je les ai jamais reçus. Ils ont été pris aux douanes, puis malgré tout ce que j'ai essayé, des contacts de si, c'est jamais arrivé. Mais en regardant en arrière, je suis hyper reconnaissante pour ça parce que ça a fait que j'avais juste avec moi un portage, tu sais, un peu les foulards que tu mets bébé. Et c'est une des meilleures choses que tu peux faire. Pour que ton bébé il puisse développer un peu tous ses sens, il a besoin de beaucoup ce qu'on appelle le free movement. De vraiment comme, n'aie pas peur de mettre ton bébé comme sur un drap par terre et qu'il puisse faire toutes ces sensations libres sont tellement importantes parce que souvent, on va les mettre dans comme une petite place pour bébé. Donc, ils vont toujours être comme dans une posture un peu plus refermée. Et c'était tellement fascinant parce que avec Naya, moi, j'ai eu un accouchement très, très long. J'ai commencé mes contractions, disons, dimanche soir. De lundi matin, Philippe cassait son pied. Ouais. Et Jean-Philippe, il a été 21e en ski acrobatique. Il en a cassé des casques, mais jamais un os dans son corps. Et quand je commence, il casse son pied. Donc là, ça a tout un peu comme retardé un peu le processus. J'ai accouché jeudi matin. Donc, mais lundi matin, moi, je commençais les contractions en dessous de 4 minutes. Pendant 3 jours, ça a été ça. Donc, Naya a été très, très compressée pendant tout ce processus-là, avec toutes les contractions, qui a fait que quand que j'allaitais, je remarquais qu'elle faisait souvent, elle se mettait un peu comme ça, comme un peu vers l'arrière, puis elle s'étirait. Et elle faisait souvent ça. Puis je disais, mais c'est drôle, tu sais, je trouve ça mignon, mais tu sais, je disais, comment, est-ce que c'est correct? Jusqu'à temps que j'apprenne que il y a tout ce qu'on appelle un peu les fascias, qui sont un peu comme les choses un peu entre nos muscles, etc., qui permettent à ce que les communications dans nos cellules fonctionnent. Et c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez. Justement, dans mon programme, moi, pour ceux qui ont écouté la dernière épisode, on parlait de mon programme Vitalité pour moi, qui est comme un peu un membership, qui est beaucoup axé sur les habitudes de vie, en micro-actions. Et en janvier, on va avoir une experte sur les fascias. Parce que des fois, on a comme des petites douleurs ici et là qui persistent, puis on ne sait pas trop pourquoi. Et quand j'ai commencé à apprendre sur les fascias, c'est un peu comme tout le stress qui est emmagasiné dans ces tissus-là. Et à cause des 3 jours de contraction, Naya, oui, elle avait fait le birth crawl, mais même à la naissance, elle tenait déjà son cou. Et ça, c'est pas nécessairement toujours quelque chose de bien. C'est souvent un signe qu'il y a eu beaucoup de tension, justement. Et justement, comme les premiers cacas, genre la première nuit de Naya, elle a fait comme 5-6 cacas, c'est comme beaucoup, qui est comme un peu beaucoup, mais c'était aussi un signe qu'il y a eu un gros stress pendant l'accouchement. Et il y a eu plein de synchronicité aussi dans l'accouchement, que ça a été comme parfait, comment ça a été, mais je n'irai pas dans les détails de ça, parce que on va essayer d'être plus pratico-pratique pour les parents. Donc ça, quand elle s'est tirée vers l'arrière, c'était comme une façon de relâcher un peu les fascias. Et souvent, nous, on a plus tendance à être assis, courbés vers l'avant. Et donc, de faire ces exercices pour nous aussi, en tant qu'adultes, de vraiment comme s'étirer, c'est tellement important. Et tu vois, comme Naya le faisait instinctivement. Et combien de parents, des fois, vont dire « Ah, c'est un peu bizarre, je veux pas qu'elle tombe, etc. » Alors que moi, je la mettais sur mes genoux puis je la laissais s'étirer. Et je sais pas, il y avait une petite voix en dedans de moi qui me disait ça. Et après, quand j'ai compris « Ah oui, c'est tellement bon, c'est exactement ça qu'elle a besoin. Et c'est ça qui l'a aidée parce que Naya, elle a développé une hyposensibilité au toucher. Elle était bébé, puis je la caressais, puis elle aimait pas ça. Elle faisait, comme si elle voulait que j'arrête, parce qu'elle avait été tellement compressée que c'est un peu ça aussi. On a justement une masterclass dans Vitalité pour moi avec une ergo qui est spécialisée en pédiatrie, puis qu'elle explique tous ces sens qu'on doit qu'on vit dans notre première année, si on a des hypos ou des hyper, un peu comme par exemple elle qui avait l'hyposensibilité au toucher, ça fait que plus tard, les enfants qui n'aiment pas s'habiller ou qui n'aiment pas les textures, que ce soit en bouche ou quoi que ce soit, ça peut être très difficile pour eux. Et donc, le plus que pendant la première année, tu peux y aller graduellement. Donc, au lieu de faire des petites caresses comme ça, tu y vas vraiment en compressant comme ça, en mettant un peu plus de poids, ça va les sécuriser. Donc, maintenant, au début, c'était très difficile de l'habiller. Mais maintenant, c'est plus un problème déjà. Donc, il y a toutes ces choses-là que quand on a ces petites connaissances d'avance, ça peut tellement faire une différence pour comprendre son enfant,
comprendre aussi pourquoi son enfant peut-être va... Comme moi, j'avais beaucoup les connaissances dans le mouvement, l'alimentation, mais tout ce qui était sommeil, oui, c'est ça. Mais ça te met une certaine pression, toi, de... Tu sais, tu as beaucoup de connaissances, mais en soi, un enfant, ça reste que il y a beaucoup de théories, puis il y a des affaires qui marchent pas nécessairement quand c'est ton enfant. C'est une excellente question, parce que j'ai un exemple hyper concret, genre l'allaitement. L'allaitement, c'était hyper difficile pour moi. Et moi, je suis une spécialiste du microbiote. L'importance de l'allaitement pour transmettre le microbiote, pour construire le microbiote. J'ai tellement stressé au début que j'espère qu'elle le prend bien. Et aussi, non seulement pour le microbiote, mais pour tout le développement du palais, pour pas avoir des problèmes de sinusite, pour aussi bien pouvoir respirer par le nez. Et aussi, toute le question de... Moi, j'ai des gros problèmes de mâchoire, justement. Il y a une partie de génétique, mais il y a aussi que... il y a tout genre de choses, comme dépendamment de... Même dans le temps, on n'allaitait pas, puis on allaitait, mais peut-être pas beaucoup. Il y avait le biberon aussi, tout ça. Donc, des fois, surtout que dans le temps, les biberons, c'était beaucoup comme l'enfant devenait un peu paresseux parce que ça coulait direct dans la bouche. Donc, il n'y a pas tous ces exercices qui se faisaient. Et finalement, moi, j'avais commandé toutes ces affaires-là de « OK, choses pour le lait, etc. » Finalement, moi, j'ai rien reçu. Hein. Donc, finalement, j'ai été juste avec l'allaitement, le portage qui était une chose extraordinaire aussi. J'ai parlé du free movement tout à l'heure. Le free movement et le portage, c'est les deux choses qui vont stimuler le système nerveux de ton enfant le plus pour qu'il réussisse ses réflexes à maîtriser ses réflexes primitifs, parce que dans le portage, il est serré, mais il bouge avec toi. Il y a toutes les sensations de ce qu'on appelle un peu le système vestibulaire. Et donc ça, c'est les deux choses que je recommanderais à tous les parents. Et c'est tellement le fun parce que tu as ton bébé proche et tu as tes deux mains libres. Oui, c'est ça. Oui, c'est pratique. Là. Tu peux même faire des tâches, tu peux faire n'importe quoi avec ça. Et moi, en voyage, j'avais ça, puis j'avais pas la machine pour tirer le lait ou quoi que ce soit, donc c'était juste ma poitrine. C'est ça. Mais cool. Ça a été tellement plus facile que ce que je pensais au début. Parce qu'au début, j'étais « Oh mon Dieu, c'est difficile, ça fait mal. » Et mon Dieu qu'on nous dit pas qu'est-ce que ça va être. Parce que quand que j'ai vu les statistiques, en fait, il y a 8 femmes sur 10 qui, avant d'accoucher, veulent allaiter. Et 1 mois plus tard, il y a juste 2 femmes sur 10 qui allaitent. Oui, c'est l'enfer, allaiter. C'est au début. Oui, c'est ça. Dit ma blonde, elle dit hey, ça fait mal à la broye. Ben, comme je veux le faire. Je dis oui, mais là, à un moment donné, faut pas non plus que tu tues à faire ça. Ben, moi, j'étais pareil au début, là. C'était tellement drôle parce que je sais plus c'était quoi, je pense que c'était mon père qui m'a demandé après l'accouchement, parce que ça avait été tellement comme long et intense. Il m'a dit « Est-ce que tu veux un autre enfant encore? » Après, j'ai dit « Oui, on en veut un deuxième dans 2 ans. » Et là, 1 semaine après, avec l'allaitement, là, je regarde Philippe et je dis « Je veux plus de deuxième enfant. » Je veux plus vivre ça. Parce que je dis comment je veux faire ça longtemps pour 1 an, parce que c'est comme pour 1 an qui est le minimum un peu pour la microbiote, mais 2 ans idéalement pour tout le développement de la mâchoire, des dents, etc. Puis je me voyais pas, mais en fait, et moi je comprenais pas, je me disais mais toutes mes habitudes c'est la chose la plus magique, pourquoi c'est pas magique, je comprends pas. Et là j'ai développé aussi de très bons trucs pour ça, comme la lanoline, c'est une crème qui aide beaucoup à réparer. Aussi, quand j'avais des engorgements, il y avait plein de choses que j'avais fait comme erreur, que j'avais pas compris, que des fois, tu apprends un peu sur le... Quand ça t'arrive, des fois, tu peux avoir tellement d'informations que tu apprends de vidéos que tu écoutes avant, mais quand tu es dedans, c'est là que tu comprends. C'est pour ça qu'elle disait ça, j'avais pas compris ça. Parce que j'avais une constante en lactation qui me suivait, tout ça. Et c'est vrai qu'une fois que tu passes cette partie qui est difficile, c'est là que ça devient magique. C'est vrai, moi, pendant tout le voyagement, etc., c'était tellement facile, j'avais rien à mélanger, à refroidir ou à réchauffer ou pas trouver de l'eau stérile. C'est pratique. C'était tellement pratique, n'importe quand à l'envie, OK, c'est là. C'était magnifique. Mais c'était des choses qui étaient tellement difficiles au début que je me mettais tellement de stress de « Oh, il faut que ça fonctionne. Est-ce que j'ai assez de lait ou pas? Est-ce qu'elle est en train de le prendre correctement pour que ça développe sa mâchoire ou pas? » Et j'avais tellement un peu toutes ces connaissances que je voulais qu'elle le fasse correctement que j'étais tellement un peu anxieuse que je produisais moins de lait. Ouais, c'est ça. Et donc là, à un moment, j'ai juste dit « OK, tu sais quoi, Natacha?
si jamais elle le fait pas bien, j'ai toutes les connaissances aussi de comment le réparer après. Ouais, c'est ça, au pire. Oui, je me disais, OK, ouais. Donc, on arrête de se stresser, on va faire comme ça. Puis c'est là que ça a commencé à super bien aller. Donc, des fois c'est pas superbe aussi d'avoir trop de connaissances parce que tu te mets plus de pression à comment le faire. Et c'est important de ne pas avoir ce stress parce que le bébé le sent tout de suite. Naya pleurait beaucoup pendant ses premiers mois et je pense que c'était à cause justement de mon anxiété. Ouais, les enfants, ils ressentent tout. Oui. Tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait. Oui. Puis tantôt, tu as parlé de ton programme que tu vas avoir en janvier. J'aimerais ça que tu en parles tout de suite. Vous allez faire quoi? Ben, avant que je parte en congé de maternité, disons que avant même qu'on décide d'avoir des enfants, avant 2021, je faisais nos programmes cliniques qui étaient justement pour refaire le microbiote. Nous, on avait un peu une spécialisation dans tout ce qui était douleurs chroniques, fatigue chronique, auto-immunité, maladies très complexes. Mais nos programmes cliniques, c'était beaucoup en individuel. J'avais toute une partie de vidéos qui expliquaient la théorie, mais sinon, le reste se faisait en individuel. Et je pensais pas que ça pouvait se faire en groupe. Jusqu'à temps qu'il y ait eu plein de synchronicité. Puis c'est sûr qu'en 2021, j'ai dit, OK, ça fait plus que 12 ans que moi et Philippe, on est ensemble. Je pouvais pas prendre le congé de maternité, avoir un enfant, prendre un congé, parce que tout dépendait de moi. À la clinique, on avait 8 employés. Et donc, si moi, je partais en congé, c'était 8 personnes qui se retrouvaient au chômage parce que tout dépendait de moi. Parce que j'étais la professionnelle qui faisait un peu les rendez-vous de personnalisation. Et donc, je me disais, c'est pas possible. Donc, en 2021, j'ai juste annoncé à tout le monde que, OK, on arrête les programmes cliniques. Mais il y a eu plein de synchronicités qui sont arrivées que j'ai découvert un nouveau protocole. Et après, je me dis, peut-être qu'on fera ce test-là pour voir si ça fonctionne. Mais si jamais ça fonctionne pas, je vais prendre 2 ans pour, peut-être 1 an, je ne savais pas trop un peu ce que ça serait. Mais il fallait que je me lance parce que j'étais tannée un peu de mettre ma vie personnelle de côté pour aider les gens. C'était bien, j'adorais ce qu'on faisait, j'étais hyper passionnée de l'impact des gens, les retours, mais en même temps, quand ta vie personnelle est importante aussi. Ouais. Mais c'est beau ça que tu as été capable de faire ça parce que souvent on se dit ouais mais là j'ai une entreprise, justement j'ai des gens que je fais vivre entre guillemets là, qui aiment leur travail puis tout ça, tu as des clients qui sont contents, c'est facile de dire gars, moi je vais me laisser faire un peu là-dedans puis je vais continuer quand même. Mais félicitations d'avoir fait ça. C'était très difficile parce que c'est ça, on était tellement d'années ensemble, c'était comme un peu la prochaine étape et on en voulait des enfants. Et donc, c'était difficile. Et je pense qu'on en a parlé un peu dans notre dernier épisode ensemble parce qu'on parlait un peu de comment se prioriser, tout ça. Donc, ça serait vraiment super si jamais les gens résonnent à ça d'aller l'écouter. Oh oui, allez l'écouter. Ouais, c'est sûr. Parce que oui, je me rappelle qu'on avait parlé. Je me rappelle, on avait une super belle oui. Et en gros, donc en 2021, et là, il y a eu un nouveau protocole. Et là, quand on l'a testé, finalement, je l'ai fait comme en groupe. Et on a fait un programme de groupe. Avant, nos programmes en individuel prenaient 6 à 12 mois. Et avec ce nouveau protocole, en formule de groupe, on a eu autant de résultats en 3 mois de programme. C'était magnifique. Et c'est fou et c'est un peu ça qu'on disait dans l'autre épisode, comment des fois, quand tu te priorises, la vie s'enligne. Et ça, c'est un peu que Philippe, avec la science, maintenant, je suis convaincue. Oui, c'est ça. Parce que moi, je suis très cartésienne, donc j'avais besoin de voir la science avant de... T'as plus le choix d'y croire, là. Et donc là... on a fait une formule en 3 mois et pour moi, c'était important de garder ces programmes parce que c'était le seul programme qui permettait de rebâtir la flore parce que c'était la meilleure chose à faire avant de tomber enceinte. Et c'est drôle parce que moi, juste avant de faire la cohorte test, on était parti au Costa Rica. On était un peu en train de voyager le monde pour voir un peu où est-ce qu'on veut vivre parce qu'on voulait comme vivre avec plus de soleil. Et là, finalement, on était parti au Costa Rica. Il y avait un éco-village là-bas, parce que nous aussi, on voulait vivre un peu dans la nature en autosuffisance avec faire pousser nos propres aliments, etc. Et on pensait que ça allait être là. Et finalement, nous, on avait choisi d'aller visiter pendant la saison des pluies. Et il y a eu tellement d'humidité que des fois, l'humidité dans la maison crée des moisissures. Et ces moisissures vont impacter ta flore parce que tu peux avoir plus de champignons tout d'un coup dans ta flore qui va faire que tu vas avoir ces rages de sucre tellement intenses que tu peux pas les contrôler.
nous, quand on était là-bas, on était 3 semaines dans un studio, puis quand on a refait nos valises, entre nos habits, il y avait tellement de moisissures. Ah ouais, déjà. Ouais. Donc là, j'ai dit, ça ne sera pas le Costa Rica, il y a trop d'humidité. En plus, on était toute la journée avec le déshumidificateur là, qui partait. Là. Donc, imagine si on n'avait pas fait ça. Nous, on était conscients de ça, mais... Donc, et donc, ça a bousillé ma flore. Moi, avant d'aller au Costa Rica, j'avais fait un test de microbiote. Tout était beau. J'étais prête que si jamais on choisissait le Costa Rica, on pouvait commencer à avoir des enfants. Oui, c'est ça. Et là, je suis revenue, j'ai refait mon test, j'avais des champignons. Puis là, j'étais comme, OK, on va voir ce nouveau protocole avec 3 mois, s'il fonctionne. Et 3 mois après, mon test était super. Ouais, et donc, j'étais comme, OK, je suis prête pour avoir des enfants. C'est quoi un test de microbiote? Ça fait quoi? C'est une bonne question. Donc, en gros, ça analyse non seulement toutes tes bonnes bactéries, que si jamais tu as besoin de les nourrir plus, mais ça analyse surtout les mauvais organismes. Moi, j'appelle un peu ça des dictateurs. Parce que quand que ça soit des mauvaises bactéries ou des parasites ou des champignons, eux vont un peu comme agir. Quand je dis dictateurs, c'est parce qu'ils vont prendre comme toute la nourriture puis ils vont comme te nourrir en premier, ce qui fait que tu n'as pas une bonne diversité du microbiote. Puis ton microbiote, la diversité est très importante parce que c'est ça qui va faire un peu ta protection dans ton corps au niveau de ton système immunitaire, etc. Je pourrais en parler pendant des heures de tout l'impact avec la peau, la concentration, le cerveau. Donc, c'est tellement de maladies qu'aujourd'hui, on voit qui sont reliées au microbiote. Et donc, ce test-là nous permet d'avoir ces informations. Et avant, dans les programmes en individuel, on commençait tout de suite avec les tests pour justement tout de suite travailler là-dessus. Mais avec le nouveau protocole c'est drôle parce que ma communauté l'appelle avant, il l'appelait la potion magique. Là, je disais, on va enlever le mot magique, on va dire la potion vitale. Ouais, c'est ça. Parce que justement, pendant cette cohorte test qu'on avait fait, on avait pris 15 personnes, puis on avait fait les tests avant et après, puis on les avait pas regardés avant. On les a tous regardés à la fin, puis tout le monde a eu des améliorations. Et c'est ce qui a fait que maintenant, quand on a fait d'autres cohortes après, on n'a plus besoin de faire les tests parce qu'on sait que ça a fonctionné sur tout le monde, ce qui fait que c'est plus accessible côté prix, c'est plus facile, c'est plus rapide. C'était extraordinaire. Mais ça fait quoi d'avoir... Tu sais, quand tu améliores ton microbiote, ça change quoi? Bonne question. Quand que ton microbiote est pas bon, c'est comme si ta défense de ton corps ne fonctionne pas, ce qui fait que tu peux avoir plus d'inflammation dans ton corps. Et il y a des personnes qui vont avoir des symptômes digestifs comme des ballonnements ou constipation, diarrhée ou quoi que ce soit, ou des maladies digestives, des maladies inflammatoires. Il y en a d'autres que ça va être juste comme de la fatigue. C'est comme s'ils ont un peu d'inflammation, ils ont des raideurs, ils ont des douleurs. Et il y en a d'autres que ça va être comme plus complexe, comme de la douleur chronique, de la fatigue chronique. Et des fois, c'est plus comme... Parce que c'est un peu ton microbiote qui fait ta défense. Si jamais il n'y a pas une bonne défense, là, ton système immunitaire peut des fois être confus puis commencer à attaquer ses propres cellules. Et c'est ça un peu toutes les causes de l'auto-immunité. Hein. Si on n'a pas l'impression qu'il y a ce que moi j'appelle un peu une épidémie de maladies auto-immunes, parce que dépendamment de où ton système immunitaire va attaquer, que ça soit... au niveau des articulations avec l'arthrite rhumatoïde, ou au niveau de l'intestin avec la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn, ou au niveau de la peau avec le psoriasis, ou au niveau de la thyroïde avec la thyroïdite d'Hashimoto. Parce que ces différentes maladies, on n'a pas l'impression qu'il y a un gros boom. Mais si on regroupait toutes les maladies auto-immunes, dans les 10 dernières années, il y a eu 300% d'augmentation. 300% d'augmentation. Puis moi, je pensais que le microbiote, c'était juste des aliments que tu mangeais. Mais là, si tu dis que l'air avec les champignons, ça impacte ça aussi. Oui. Y a-tu d'autres choses qui font que ça impacte le microbiote? Oui. En fait, même tes émotions. Ah ouais, OK. Ouais. Il y a une étude qui avait été faite sur des singes où l'enfant était séparé de sa maman et là, il vivait du stress et tout d'un coup, les mauvaises bactéries poussaient plus dans son microbiote et les bonnes poussaient moins. Donc, même tes émotions impactent ton microbiote. Tellement de choses qui impactent ton microbiote.
Attends, même comment tu... Ça, c'est pas tant le microbiote, c'est plus comme la santé de ton intestin, mais par exemple, courir, faire des marathons, c'est pas nécessairement la meilleure chose pour ton microbiote parce que, tu sais, quand on pense un peu à courir, c'est comme un impact sur les genoux. Souvent, les gens vont dire, ah, mes genoux, mais il y a aussi des micro-déchirures qui se font au niveau de notre intestin. Donc, ça veut pas dire de pas courir, hein. Si on adore faire des marathons, c'est OK. C'est juste qu'il faut bien récupérer après avec qu'est-ce que ton intestin a besoin pour se réparer. Quand on a ces connaissances, on peut tellement adapter les choses à notre style de vie qui est changeant. Hein? On est stressé, on est sédentaire, on mange différemment, on mange transformé. Par exemple, je vais donner un autre exemple. Tu sais, un peu comme les Coke diètes, la saccharine, l'aspartame, impacte nos bactéries négativement. Donc, souvent, les gens disent « Ah, mais j'ai moins de calories que je mange », mais leur diabète s'empirait avec le Coke diète. Il y a des études qui montrent ça clairement, que quand tu prends du diète, ton diabète s'empire. Mais c'est pas à cause du sucre ou des calories que tu ingères, c'est à cause de l'impact sur ton microbiote. Et quand tu as un moins bon microbiote, ça augmente aussi tes chances de diabète, tes chances de maladie cardiovasculaire. C'est fou, là. Quand même, ouais. Parce que je sais aussi que le sucre, c'est pas bon, là. Mais que ce soit Coke régulier aussi, tu sais, ou des desserts ou n'importe quoi, je sais que ça impacte ça aussi. Là. C'est tout ce qui est transformé, en fait. Hein? C'est comme si nos bactéries ont évolué avec nous pendant des millénaires. Et là, tout d'un coup, tout ce qui est la transformation alimentaire est arrivée, ce qui a fait que nos bactéries ne reconnaissent pas cette transformation. Donc, si jamais, par exemple, tu cuisines chez toi ou, par exemple, j'aimais beaucoup un des livres, je pense, de Michael Pollan, je pense que c'est son nom, où il expliquait que si jamais tu veux frire des patates, tu sais, faire des patates frites, le processus que tu dois couper les patates, les mettre dans de l'eau, les faire bouillir, ou je sais pas trop c'est quoi tout le processus, mais il expliquait le processus, il dit c'est tellement comme énergie, tu dépenses tellement d'énergie calorique à les cuisiner que finalement ça a comme moins d'impact. Puis les types de gras aussi. Ouais, c'était fou comment qu'il expliquait. Ben, dans le temps, quand on faisait tout maison, on n'avait pas de problème parce que ça allait ensemble. Mais maintenant, comme c'est plus transformé, ils ajoutent des petits additifs ici. Là. Les additifs ont un impact sur la flore. Même les pesticides, malheureusement, j'ai plusieurs études qui le montrent. Et tu sais, des fois, on nous dit « Ah oui, mais on veut quand même manger nos légumes. Hein. » C'est comme « Ah, il faut faire attention à notre budget. » Et c'est comme « C'est mieux de manger des légumes que rien. » Et ça, c'est vrai quand même. Hein. C'est mieux de manger des légumes avec pesticides que pas de légumes. Ouais. En tout cas, ça dépend de plusieurs choses. Là, mais... Oui, mais ça c'est drôle que tu dis ça. J'ai une question que ça fait longtemps que je me pose. Tu sais, mettons, est-ce que t'es mieux de manger justement un légume avec une trempette qui est pas très bonne, entre guillemets, ou juste t'es mieux de pas manger le légume? Tu sais, l'idéal, c'est un légume, pas de trempette, on s'entend, là, mais... Non. Puis il y en a plein de trempettes qui sont... Tu sais, tu pourrais faire comme une mayo. Tu sais, comme les gens souvent pensent que la mayo, c'est pas bien. Mais non, au contraire, il y a du cholestérol dedans. Et le cholestérol, c'est ce qu'on a besoin pour produire toutes nos hormones. Hein. Il faut pas avoir peur du cholestérol. Le plus que tu enlèves le cholestérol de ton alimentation, le plus que ton corps va en produire plus. Donc, des fois, c'est comme... Ouais, exact. Donc, il faut pas avoir peur des gras. Il faut plus avoir peur... Donc, si jamais... Comme moi, par exemple, je prenais de la mayo puis je mettais des épices comme des épices de chipotle, des affaires comme ça. Puis ça goûtait super bon, tu sais, de moutarde, mayo. Tu sais, tu étais capable de faire tellement de choses. Donc, c'est plus ça l'importance, que ça soit fait maison. Oui, t'es mieux de manger le légume avec la trempette qui est moins d'avoir un légume, c'est quand même mieux. Et c'est sûr que ça va dépendre aussi de c'est à quel moment, etc. Tu sais, comme qu'est-ce qu'il y a autour de ton repas aussi, est-ce que tu as assez de protéines, etc. Donc, c'est... Oui, c'est vaste. Là. Mais je dirais quand même que oui, comme... Il y a beaucoup de données qui changent, tu sais, c'est comme la science change tout le temps. Mais moi, j'ai vraiment vu que même si, comme par exemple, maintenant, il y a de plus en plus de données qui parlent un peu des diètes d'élimination quand tu élimines certains groupes. Il y a beaucoup de... Même en ligne, on parle de « Ah, OK, il faut enlever cette catégorie de légumes qu'on n'était pas habitué, etc. » Mais... moi, dans mon expérience,
comme par exemple, on appelle ça un peu en anglais les nightshades, comme les aubergines, certaines épices, etc. Qu'il y a certains professionnels qui vont dire « Ah, ça, faudrait pas les toucher, c'est pas bon, etc. » Mais moi, dans mon expérience, quand tu répares la flore, etc., il y a pas vraiment... La majorité des gens qui avaient des intolérances alimentaires, et on en avait parlé dans l'autre épisode, que quand tu répares le microbiote et l'intestin perméable, ben, ces intolérances-là disparaissent. Et justement, pour revenir un peu à Naya, bébé Naya, qui, quand elle a commencé à manger à 6 mois, moi, je lui ai donné les aliments les plus... Tu sais, souvent, qu'on te fait comme « Ah, c'est pas bon, ça. » Comme du foie. Comme souvent, quand les bébés arrivent, ils ont... Vers 6 mois, ils ont tellement des gros besoins en fer. Et là, j'ai juste envie de parler d'une autre chose que c'est comme, par exemple, quand le bébé est né, on coupe le cordon ombilical tout de suite. Ça, il y a quelque chose qui s'appelle delayed cord clamping, donc de couper le cordon un peu plus tard, de façon avec un délai, pour laisser tout le sang du placenta s'absorber par le bébé. Et là-dedans, ça fait qu'il a plus de réserves de fer pendant plus longtemps. Ouais, okay. Et donc, on est comme moins stressé qu'à 6 mois, OK, il a besoin... Parce qu'un bébé, genre, quand je regardais ça, c'était comme un bébé a besoin de 12 mg de fer par jour et l'adulte, l'homme, a besoin de 8, tu sais. Oh, ouais, okay. Les femmes qui menstruent, ça, c'est un peu plus. Ouais, mais c'est pour ça que je compare à l'homme que... Quand même. Et un petit bébé comme ça qui mange à peine, comment tu vas lui faire manger 12 mg? Surtout si jamais tu veux pas y aller avec des céréales qui sont transformées ou quoi que ce soit. Et le foie, c'est un superfood. Ouais. Il y a tous les nutriments là-dedans. Si tu cherches du bio en plus, tu sais. Et en plus, en termes de texture, ça s'effrite facilement. Et elle a mangé le foie comme ça. Elle adorait ça. Et il y a un peu dans les premiers mois, ce qu'ils appellent un peu le honeymoon period de l'alimentation, où l'enfant va tout essayer, tellement curieux, il va tout essayer. Et donc, le plus que tu lui donnes des aliments qui peut-être les enfants après aiment moins, le plus que il y a ce potentiel justement d'aimer, comme Naya, de l'huile de foie de morue, elle adore ça. Les sardines, elle mange ça comme ça. C'est fou comment quand je regarde ça, je dis wow. Et maintenant qu'elle commence à vouloir un peu plus comme dire son opinion, non, je veux pas ça, non, c'est comme je vois que là, les choses qui passaient avant commencent un peu moins. Ça veut pas dire qu'on arrête de les donner parce qu'il faut, eux, ils ont des papilles tellement plus concentrées, hein, donc ils goûtent tout plus fort, mais il faut continuer à leur donner des expositions. Comme par exemple, des fois, j'entendais des personnes autour de nous, quand il la voyait manger, dire « Ah, elle aime pas ça. » Je dis « Non, il y a des jours où elle en mange. Là, juste, elle n'a pas envie. » Ça veut pas dire que c'est un bébé le rejette qu'il aime pas ça. Donc, tous ces aliments-là, quand on les introduit d'avance, ça fait que après, on parlait du fer, mais ça fait qu'on est capable d'aller chercher un peu ces nutriments, et aussi parce que le fer est beaucoup plus absorbable dans les produits animaux que dans les céréales, par exemple, tu es capable d'avoir comme une beaucoup plus grande absorption. En tout cas, c'est... Wow, très, très intéressant. En tout cas, c'est hot. Mais je vais revenir à la question de départ. Du microbiote, oui. Non, juste dans la cohorte, j'essaie juste de comprendre c'est quoi que tu fais dans cette cohorte-là. Oui. Donc, c'est un peu comme, moi j'appelle ça la méthode PASS, P-A-S-S. Ça s'appelle le protocole d'activation séquentielle des systèmes. Donc, c'est une grosse phrase, mais en gros, c'est un protocole qui te permet d'activer les 7 systèmes de ton corps dans une séquence spécifique pour avoir des résultats dans ta santé. Donc, c'est sûr que moi, j'ai eu de l'expérience un peu avec le docteur Brouillard. On avait des gens avec des maladies très complexes qui venaient nous voir. Et c'est un peu grâce à ce volume de personnes. Juste dans ma première année, j'avais suivi 200 nouvelles personnes. Là. Donc, grâce à ce volume que j'ai pu faire beaucoup de liens pour si jamais on fait les choses dans un ordre spécifique, puis je vais te les expliquer, c'est cette étape, parce que c'est ça qu'on fait dans les cohortes cliniques. Donc, en gros, les 7 étapes, c'est numéro 1, on commence par le système de digestion. Donc, si jamais, parce que c'est un peu comme ton premier organe, hein, au niveau de ton estomac, si tu ne digères pas bien tes aliments, tu pourrais avoir la meilleure alimentation bio, quoi que ce soit, mais tu ne vas pas les digérer pour pouvoir les absorber après. Donc, on commence par ça. Okay. Ensuite, on travaille le système d'absorption. C'est un peu comme le petit intestin. Hein. Au niveau de tes intestins, tu as l'estomac qui digère, le petit intestin qui va absorber, puis ensuite le gros intestin qui va fermenter. C'est là que le microbiote se retrouve. La majorité des bactéries se retrouvent dans le gros intestin, pas dans le petit intestin. Dans le petit intestin, on n'est pas supposé fermenter, on est supposé absorber pour qu'après, il reste juste les fibres qui, eux, vont aller créer les sels et nourrir le microbiote dans le gros intestin. Okay. Et donc, on fait les choses en étapes. On regarde, OK, est-ce qu'on absorbe bien? Est-ce
parce qu'on fermente bien pour justement nourrir le microbiote. Et après ça, on va dans tout ce qui est bio-métabolisation. Donc, OK, maintenant qu'on a absorbé ces aliments, est-ce que le corps sait quoi faire pour les transformer, les éliminer, etc. OK. Et après ça, on y va dans le système de production d'hormones, etc. Parce que si jamais tu biométabolises pas bien, tu vas pas bien produire et métaboliser tes hormones. Donc, si tu fais pas les choses dans un ordre, tu vas avoir beaucoup plus de choses, comme par exemple, des fois, il y a des femmes qui arrivent à la ménopause puis disent « Oh mon Dieu, ça va tellement mal, je veux réguler mes hormones. » Mais si jamais elles ont de l'inflammation qui vient de leur système digestif, elles vont avoir beaucoup plus de débalancement à cause de l'inflammation que si jamais on travaille juste sur leurs hormones. Et justement, moi, j'ai plusieurs médecins qui ont fait mes programmes et des fois des médecins qui étaient déjà sur de l'hormonothérapie, qui même recommandaient de l'hormonothérapie. Mais si jamais tu donnes de la progestérone à une femme, mais qu'elle a encore beaucoup d'inflammation, il y a le processus qui s'appelle le cortisol steal, qui s'appelle que l'inflammation va voler ta progestérone. C'est comme si la progestérone va nourrir encore plus ton inflammation. Fait que ça rend pire au lieu d'aider. Exact. Et donc, c'est pour ça que moi, je fais les choses en étapes, parce que rendu là, des fois, si jamais c'était le microbiote qui avait débalancé tes hormones, juste en travaillant sur le microbiote, tu n'as plus besoin d'hormonothérapie ou de suppléments ou quoi que ce soit. Parce que des fois, en médecine fonctionnelle, moi, c'est un peu là-dedans que j'ai étudié à la base, mais j'ai remarqué que des fois, les professionnels, ils font un peu une évaluation, puis ils vont dire, OK, tu as tout ça comme problème, prends tous ces suppléments. Et moi, je suis quelqu'un que, tu sais, les suppléments, moi, je ne sais pas avaler des comprimés si jamais je ne suis pas en train de manger. Tu sais, comme, donc, moi, je suis vraiment comme très peu une capsule ou quoi que ce soit. Et donc, si tu fais les choses en étapes, tu as besoin de beaucoup moins de suppléments. Des fois, les gens sortaient, ils arrivaient à la clinique et disaient « Ah, mon autre professionnel m'a dit de prendre tout ça. » Puis je suis comme « Oh my God, même moi, je ne saurais pas m'organiser avec ça. » Et des fois, oui, on en a besoin pour arriver à des momentum, etc., comme travailler sur les causes sous-jacentes. Mais c'est pour travailler sur la cause, pas parce qu'on a besoin de patcher. Ouais, c'est ça. Parce qu'on peut patcher. Est-ce que normalement, les suppléments peuvent justement aider, mais tu n'es pas supposé prendre ça sur une base régulière? Si tu travailles sur la cause et que tu as appris une bonne alimentation, moi je parle beaucoup du 80-20%, c'est 80%. Tu sais, une fois que tes systèmes sont bien métabolisés, bien balancés, et qu'après, tu manges bien 80% du temps, le 20%, j'ai même pas besoin d'entendre parler. C'est vraiment... oui, c'est ça. Et c'est important, mais c'est ça, plaisir. c'est bon que tu le dises, par exemple. Parce que des fois, j'entends le contraire, c'est 100%, puis il n'y a rien qui est bon. Parce que, et ça, c'est une phrase que les gens m'entendent dire très, très souvent, de nos jours, on surestime le pouvoir de l'alimentation, qui est pas mauvais de le surestimer parce qu'au moins on parle d'alimentation, mais on sous-estime complètement l'impact du stress. Puis si manger 100% parfaitement cet impact du stress, ça va créer beaucoup plus d'inflammation que cet aliment que socialement tu aurais pu manger, tu sais, avec tout le monde. Très bien. C'est sûr. J'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai, c'est sûr à 100%. Ouais, je pense que c'est une des choses que les gens disent le plus dans mon programme. Ils disent, mon Dieu, j'avais pas... C'est comme, parce que moi, j'enseigne beaucoup de la théorie, donc je dis, les gens disent, j'avais aucune idée comment le stress impactait sur tous mes systèmes. Et justement, comme la 7e étape de la méthode PASS, c'est le système de maintien. Et c'est là que j'enseigne, OK, si jamais tu pars en voyage puis tu attrapes quelque chose, quoi faire justement pour tout de suite le réparer puis pas détruire tout ce qu'on a fait? Si jamais tu as un deuil, quelqu'un qui décède, un gros stress ou quoi que ce soit, quoi faire pour tout de suite réparer? Donc, les gens se sentent vraiment outillés puis ils comprennent le langage à leur corps. C'est comme des vidéos qu'ils peuvent regarder. Donc, ça... Puis, sais-tu quelque chose? Est-ce que tu dois avoir un problème, entre guillemets, ou tu peux juste optimiser ton corps? Tu peux absolument optimiser. Puis même, moi, c'est un peu ça que, tu sais, surtout en ayant vécu un peu la maternité dans cette dernière année, puis en ayant vu l'impact du microbiote, tu sais, je vois, Naya, elle n'a jamais eu de problème de peau, elle n'a jamais eu, tu sais, comme des problèmes digestifs, rien. Et je veux toucher du bois parce que... mais j'avais tellement de mamans autour de moi qui me disaient, elle est... Genre, je pense, la première grippe qu'elle a eue, c'était à 8 mois, tu sais. Puis c'était juste parce que quelqu'un était venu à la maison, puis ils avaient, puis tu sais. Et ça a passé quand même super rapidement. Je pense 2 jours, c'était terminé, tu sais. C'est sûr que je connais plein de choses aussi de quels nutriments, tu sais, etc. Mais
j'ai tellement de mamans autour de moi qui disent « Quoi? » C'est à ce moment-là que je connaissais déjà les statistiques de comment les enfants maintenant, comme c'est 60% des bébés qui ont des problèmes qui sont médicamentés à 6 mois pour des problèmes de reflux. Là. C'est énorme, cette statistique. Imagine, à 6 mois, tu commences des antiacides et qui enlèvent l'acidité, qui fait que tu digères moins bien déjà. C'est fou de l'impact. Donc, nos enfants sont de plus en plus malades. Donc, le plus qu'on peut prévenir, même si tu n'as pas encore de bobo, je vais te donner un exemple. À un moment, on avait un couple qui était venu, et ça, c'était quand on faisait les programmes individuels, qu'on avait les tests. Et c'était la femme qui était très malade. Elle avait des gros problèmes digestifs, un diabète incontrôlable, mais c'était une infirmière. Donc, elle savait un peu quoi faire. Puis elle dit, je comprends pas, il se contrôle pas. Elle avait des gros problèmes de peau, de la douleur. Et son mari, lui, quand il avait fait un peu son questionnaire, il n'y avait rien. Il dit, non, moi, je veux juste supporter ma femme, j'ai envie de le faire avec elle. Et là, on reçoit les tests de sel, du microbiote. Et là, comme le monsieur, il a 3 fois plus de choses que la dame. Là, je suis comme, est-ce qu'ils ont peut-être inversé, ils ont fait une erreur dans les noms? Puis après, non, je suis infirmière, j'ai bien écrit les noms à la bonne place. Et là, je dis, OK, bon. Et là, on met le monsieur sur son protocole. Puis à son prochain rendez-vous, il me dit, hey, Natacha, j'ai plus mal au doigt. Puis là, je suis comme, finalement, t'avais quelque chose. Non, mais des fois, ça, tu l'as tellement exact. Que t'es plus on est tellement habitué qu'avec l'âge, les raideurs, les ci, c'est l'âge. Mais non, c'est pas l'âge. Moi, il y a quelque chose que je dis. Hein. Avec l'âge, on devrait avoir de plus en plus de santé parce qu'on a de plus en plus de connaissances de soi, d'expérience. Tu sais, si tu fais 10 push-ups à tous les jours, dans un an, t'es plus en forme qu'avant, tu sais. C'est pas parce que t'es plus vieux que t'es moins en forme, tu sais. Donc, c'est n'importe qui peut faire ça. Et des fois, on peut avoir aucun symptôme digestif puis avoir des raideurs, tu sais, d'autres choses, des migraines, des menstruations abondantes, douloureuses. Tout ça, c'est pas normal. Moi, j'avais des menstruations qui duraient 7 jours. Je tachais mes matelas pendant la nuit. Et après, quand j'ai trouvé les causes et j'ai rétabli mon microbiote, ça durait 2 jours, c'était fini. Ça, là, pour les adolescentes, il faut que tout le monde sache ça, que c'est pas obligé. Si on peut prévenir toutes ces années de douleur à tous les mois, imagine. Ben oui, c'est un gros changement dans ta vie quand tu es capable de faire ça. Et le plus tôt que tu rebalances tes systèmes, le plus que c'est rapide et facile. Donc et là, justement, la prochaine cohorte commence en janvier. Comme je disais tout à l'heure, elle est complète, mais parce que c'est un peu... Ça se peut que ce soit la dernière que je donne, parce que ça va être la première que je donne en tant que maman. Et si jamais je trouve que c'est trop difficile, et ça, je le sais que je vais me concentrer sur les professionnels. Tu sais, tout à l'heure, on parlait, il y a des professionnels qui vont faire les programmes en médecine fonctionnelle, mais qui vont commencer à donner plein de suppléments. Et moi, ça fait longtemps, tu sais, en enseignant à l'Université de Montréal, que je me suis rendu compte que c'est un peu grâce à l'expérience du docteur Brouillard, que le nombre de personnes que j'ai pu faire ces liens. Et donc, on me demandait toujours une certification, peut-être une formation pour professionnels ou quelque chose. Et donc là, je me sens prête parce que, en fait, enseigner ces programmes de groupe, c'est tellement plus facile que les programmes en individuel. Et donc, parce qu'avant, j'avais besoin de 8 employés pour me supporter. Oui, c'est ça. Oui. Maintenant, c'est tellement plus simple. Avant, j'avais comme des personnes qui répondaient à tous les courriels. Pour moi, ils enregistraient ma voix pour réécrire. Mais dans un courriel, tu n'as pas les mêmes choses qu'un enregistrement, alors que dans la cohorte en groupe, c'est 4 fois par semaine que je parle, que je réponds aux questions de tout le monde. Et on a un groupe privé où je réponds en vocal. Donc, les gens, ils entendent toute ma tonalité. Ils peuvent même écouter 2 fois plus vite. Ouais, c'est plus rapide. Donc, c'est fun. Ça dure combien de temps? 3 mois. 3 mois. Et là, comme je disais, on est déjà complet parce que j'ai commencé, je l'ai annoncé et en tout cas, il y a plein de synchronicités qui sont arrivés là aussi, mais donc là, les gens sont en train de se préparer pour qu'on commence en janvier plus facilement. Donc, les gens peuvent s'inscrire le plus tôt qu'ils s'inscrivent, le mieux, parce qu'il y a des gens qui, ça fait quand même quelques mois en fait, les 3 premières étapes de la méthode PASS, des 7 étapes qu'on fait dans la clinique, ils peuvent se faire en version autonome. En fait, juste avant que j'accouche, j'ai accouché des 3 premières étapes où je les fais en version autonome pour que n'importe qui, en attendant qu'il y ait une prochaine cohorte, peuvent commencer au moins par les fondations du microbiote. Okay. Et après ça, on peut aller plus loin, connaître un peu sa génétique de biométabolisation, les hormones, tout ça. Donc, ça va être vraiment intéressant. Oui, les gens aiment beaucoup la partie de connaissances. Moi, c'est un peu ça. Si jamais tu as toujours besoin d'aller voir un professionnel pour qu'il te réexplique tout ça, alors que tu peux le réécouter en vidéo puis pas avoir à payer à chaque fois. Puis j'imagine tout est virtuel. Oui.
Oui, oui, tout le monde... Puis tu dis qu'il n'y a plus le test. Est-ce qu'il y a moyen de faire ce test-là quand même avant, après, voir la... Bonne question, bonne question. Donc, il y a beaucoup de personnes qui le demandent quand même parce que c'est intéressant de voir ces tests. Ben oui, c'est ça. Et en gros, je donne cette option juste pour les versions individuelles et j'en prends juste 2-3 par année parce qu'il faut faire ces rendez-vous en individuel. C'est pour ça, la première cohorte, j'avais fait les rendez-vous avec tout le monde puis ça avait été comme beaucoup. Ouais. Donc maintenant, ce qu'on fait, si jamais les gens font le programme en groupe, ils ont l'option après, on a comme des programmes pour graduer très, très accessibles où je réponds encore à leurs questions 2 fois par mois, comme ça, si jamais il y a quoi que ce soit. Et dans ces programmes-là, ils ont accès au laboratoire au coûtant et à des sessions si jamais ils en ont besoin. Mais le fait de le faire après, c'est quasiment mieux parce que disons que tu le fais avant, mais tu n'as pas encore essayé ce qu'on appelle un peu la potion vitale. Tu ne vas pas savoir si jamais tu as besoin de faire un protocole pour détruire ou aller plus loin ou quoi que ce soit. Mais si jamais tu fais avant la potion vitale, tu es capable de faire comme tout ce que tu peux à moindre coût avant d'aller comme investir dans des tests et dans des consultations qui sont, eux, les plus dispendieuses, tu vois. Ouais, parce que normalement, si ça s'améliore, tu vas quand même le sentir en dedans de toi aussi. Exact. Pas juste le test que tu dis, ah ben c'est mieux que c'était. Exact. Et en fait, moi, c'est ça que j'enseigne aux gens. Et c'est ça qui est magnifique quand on a vu l'efficacité du groupe, c'est que les gens faisaient tellement plus de liens en écoutant les questions des autres. J'avais une personne qui venait juste pour un problème d'acné. Puis elle a dit, oh mon Dieu, j'avais ça. Mais je pensais que c'était normal depuis des années. Je pensais que c'était normal un peu comme moi. Hein. Quand que j'ai commencé un peu dans le domaine, moi, je pensais que c'était normal de ballonner après manger. Puis je pensais que c'est comment? Ben, c'est la nourriture qui prend de la place. Mais en fait, ça l'est pas. Donc plein de choses comme ça que les gens font encore plus de liens en écoutant les questions des autres. Et donc, c'est fou. Moi, c'est un peu ça que j'enseigne. C'est un peu comme, OK, comment savoir si ça s'améliore? J'enseigne tout ça pour que les gens eux-mêmes puissent vraiment comprendre un peu le langage de leur corps, tu sais, pour un peu démystifier, décomplexifier ça et rendre quand même plus simple, un peu comme on disait au début. Moi, j'adore simplifier la santé, montrer que non, ça peut être simple et facile et plaisant. Oui, c'est ça, et le fun. Puis ça, c'est ça, si on veut s'inscrire ou quoi que ce soit, tu libères t'ouvres des places, en fait. Là. Donc, en fait, comment ça fonctionne, c'est qu'ils nous écrivent à info@commercialuniversvital.com parce qu'on est en train de faire des questions de sélection. Hein, parce que comme un peu, c'est la dernière puis qu'on veut laisser le plus de place aux gens, on veut s'assurer que les gens sont capables de le faire, etc. Donc, il y a des petites questions qu'on pose. Parfait. Puis après, on va, OK, oui, c'est le bon temps, c'est le bon match. Wow. Ah, nice. Donc, super et ça se fait comme par courriel, c'est facile. Okay. C'est pas compliqué. Et après, dépendamment de comment ça se fait cette cohorte, il y aura le reset en attendant. Le reset digestif, c'est les 3 premières étapes. Et après, probablement qu'il y aura d'autres professionnels qui pourront donner les cohortes. Pendant un peu ça, il faudra peut-être faire un autre podcast. Oui, c'est ça. On on verra un peu où est-ce qu'on sera rendu. Est-ce que ça a été facile à transmettre aux professionnels, etc. Donc, j'ai très hâte à cette partie-là aussi. Super intéressant. Ouais. T'aurais-tu un mot de la fin avant qu'on se laisse là-dessus? Un conseil ou quoi que ce soit? Ouais. J'aime tellement cette citation de le savoir, c'est le pouvoir. Hein. Parce que je pense que c'est ça qui a fait la différence pour moi. Moi, je suis une curieuse, hein, j'adore comme apprendre et tout ça. Donc, je pense que c'est ça. Le plus que tu comprends, n'attends pas à avoir un bobo pour aller chercher des informations parce que c'est tellement plus simple avant que tu aies le bobo. Ça motive quand tu as le bobo. Oui, c'est ça. Mais le savoir, c'est le pouvoir. Wow. Très bien dit. Merci, Natacha. Merci. Où est-ce qu'on peut te suivre pour tous ceux qui veulent te connaître un petit peu plus? Moi, c'est très... j'allais dire c'est très simple parce que c'est toujours Natacha Azrak sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, etc. Mais mon nom n'est pas facile. A-Z-R-A-K. On va l'écrire dans la description. On va mettre les liens aussi. Exact. Et j'ai pas été active du tout pendant mon congé de maternité. Moi, j'ai vraiment pris ça sacré, hein, ce congé de maternité, d'être le plus de temps avec Naya. Donc, mais, par exemple, sur YouTube, j'ai vraiment beaucoup de vidéos gratuites. La majorité des gens qui me rencontrent disent « Oh mon Dieu, j'ai écouté toutes tes vidéos sur YouTube, mais il y a quand même beaucoup d'heures. » C'était tellement intéressant, j'en aurais pris plus. Donc, j'essaie d'en faire le plus. Puis cette année, on va avoir quelqu'un qui va nous aider. Donc, j'espère pouvoir contribuer encore plus. Merci beaucoup, Natacha.
Merci à ceux aussi qui ont écouté. Oui. Puis si on va mettre aussi, je sais pas si tu dois avoir un lien là, qu'on peut s'écrire pour la cohorte, quoi que ce Oui, soit. oui, on Fait pourra que, mettre le courriel. ouais, c'est ça, le exact. courriel, puis juste d'écrire là, si ça vous intéresse, puis de partager si vous avez senti plein de Oui. valeur à travers ça. Je suis sûr que c'est un bel épisode que tu as partagé plein d'affaires, qui est super intéressant, autant pour des parents que n'importe qui. Oui. Fait que c'est super intéressant. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à toi.